Bonjour, pour la première partie de l'introduction à la politique grâce aux citations de célèbres penseurs par Jean-Christophe Godin. Alors, la politique n'est pas une mince affaire, il faut du temps pour digérer les problématiques de la politique. Chaque citation est une pièce du puzzle de la compréhension de la politique. On va commencer par une citation d'Hannah Arendt, célèbre philosophe du XXe siècle, qui a donc dénoncé les systèmes totalitaires. Alors voilà ce qu'elle dit. La vérité n'a jamais figuré au nombre des vertus politiques. C'est le mensonge qui a toujours été considéré comme un moyen parfaitement justifié dans les affaires politiques. Ah, depuis l'Antiquité, les hommes politiques ont souvent menti. Quand j'étais jeune, je me souviens du premier mensonge des hommes politiques qui était lors de la catastrophe de Tchernobyl. Il y avait à la catastrophe de Tchernobyl un nuage radioactif qui a aussi été sur la France, bien entendu. Et à la télé, je me souviens très bien qu'on nous certifiait que le nuage radioactif s'était arrêté à la frontière. Mais oui, bien sûr, la Terre est plate au centre de l'univers. Un autre exemple de mensonge émonté de nos hommes politiques, prenons un exemple étrange, c'est la guerre en Irak dans les années 2000 par George Bush. Il a dit à la télé tout ça et il manipulait les médias en disant que les Irakiens avaient des armes de destruction massive et qu'il fallait exterminer Saddam Hussein pour le bien de la patrie, pour le bien de l'humanité, et que lui, c'était Satan en personne. Et puis, tous ceux qui disaient le contraire étaient blacklistés, étaient outragés, étaient traités de non-patriotes et compagnie. Et heureusement, Jacques Chirac ne nous a pas entraînés dans cette guerre immorale grâce aussi à Dominique de Villepin. Donc, heureusement, en France, sur ce mensonge américain, nous n'étions pas dupes. Mais en revanche, par rapport à nos propres mensonges, souvent la population est dupe. Donc, il faut toujours se rappeler cette première maxime de base, qui est que actuellement, la majorité de nos hommes politiques nous mentent. T'as fini? À toi, Gilbert. Oui, d'accord. Alors, il y a d'autres mensonges aussi, on pourra en citer plein, hein, comme le masque du Covid, hein, pas obligatoire d'abord, puis obligatoire ensuite. Le vaccin, soi-disant pas dangereux et empêchant la contamination. Ensuite, nous avons un texte d'un autre penseur, Shoghi Effendi. Voilà, je vais le lire. L'étape vers laquelle la société se dirige aujourd'hui est une unification de l'humanité. L'unité de la famille, de la tribu, de l'État cité et de la nation successivement visée est pleinement maintenant réalisée. L'unité du monde est le but vers lequel tend une humanité tourmentée. Eh oui. Effectivement, si on regarde d'un point de vue assez élémentaire l'histoire de l'humanité, on se rend compte que d'abord, l'humanité était un peu seule par petits groupes. Puis après, l'humanité s'est unie sous forme de clans, de tribus. Puis après, vers Babylone, ce qu'on sait du moins, il y a eu Babylone et les Égyptiens qui ont commencé à créer des États-cités, des États-nations. Puis petit à petit, l'Empire romain a justement créé un empire. Et puis, les nations se sont successivement proliférées sur toute la Terre. Et maintenant, l'humanité a colonisé toute la Terre. Il n'y a pas un endroit sur Terre qui n'appartient pas à une nation, à part peut-être le pôle Nord et le pôle Sud. Donc, en fait, l'humanité a colonisé maintenant toute la Terre. Donc, naturellement, si on regarde d'un point de vue de recul l'histoire, on se rend compte que l'étape prochaine, c'est une humanité, une nation pour toute la Terre. Oui. À toi, Gilbert.
D'accord. Alors oui, effectivement, l'humanité est tourmentée, entre autres, par la crise écologique, par exemple. On peut citer celle-là, il y en a d'autres, hein. Le dérèglement climatique est causé par l'excès de pollution humaine. Voilà, c'est vrai on est un peu tourmenté à cause de ça. Ensuite, nous avons un texte d'un grand philosophe, John Locke, empiriste anglais du XVIIe siècle, qui a défendu les droits du Parlement contre l'arbitraire royal. C'est le fondateur révolutionnaire des droits de l'homme. Alors voilà ce qu'il dit. C'est simple. Nul ne doit léser autrui dans sa vie, sa santé, sa liberté et ses biens. Excellente maxime. Parce que si Oui, on suppose par l'absurde qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire que si on tue des gens, si on les mutile ou si on les met en esclavage ou je ne sais pas quoi encore, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire de l'humanité en est plein d'exemples. Par exemple, Shakespeare, il racontait dans Roméo et Juliette la guerre éternelle entre deux familles puissantes qui s'en voulaient parce que la grande-tante a été, je sais pas quoi, par le petit cousin de l'autre, ou des histoires de famille qui n'arrêtaient pas de s'amplifier de génération en génération, une haine viscérale. Et par exemple aussi, on peut parler des vendettas en Corse, où ça a été liaison, et même dans l'ancien temps en France, il y avait des duels entre les gens. On vivait à une époque de barbarie, et la barbarie entraînait la barbarie. C'est pour ça qu'il faut mettre un minimum de règles de justice dans la société pour éviter la barbarie. À toi, oui, Gilbert. oui, bien sûr. Il y a le contre-exemple flagrant, c'est les nazis qui ont lésé les Juifs et autres Européens pendant la Seconde Guerre mondiale. Un autre exemple aussi, la liberté de culte. Au cours de l'histoire, il y a eu tellement d'intolérances religieuses absurdes, telles que l'Inquisition qui a brûlé, par exemple, Giordano Bruno pour hérésie, alors qu'il exprimait une pensée libre, une liberté de pensée, qui s'est avérée vraie par la suite, on le sait. Ensuite, nous allons faire un texte de Lionel Jospin, ancien Premier ministre de gauche, qui a fait les 35 heures. Voilà. Pour rester fidèle à ses valeurs fondatrices, la République doit être accueillante aux formes nouvelles de vie et d'expression institutionnelle, sociale ou individuelle. Lionel Jospin a trouvé une belle citation. C'est l'éternel dilemme entre est-ce qu'il vaut mieux être ouvert ou fermé? Et c'est un vieux débat philosophique. C'est qu'il y a, par exemple, entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et ce vieux débat philosophique a été tranché par Lionel Jospin et je le suis dans ce discours. C'est-à-dire que la République doit être ouverte et pas fermée, ne doit pas se recroqueviller sur elle-même. Parce que l'humanité, surtout à notre époque, est toujours en perpétuelle évolution. Donc si la République reste fermée, elle ne s'adapte pas aux nouvelles évolutions de l'humanité, donc elle est condamnée à l'extinction. C'est pour ça que la République doit être ouverte. Et aussi, il faut se rappeler que la diversité est source de richesse et non de je ne sais pas quoi encore. La diversité est source de richesse. C'est en côtoyant les autres qui ne pensent pas de la même façon que nous qu'on peut découvrir de nouvelles vérités. Mais si on reste dans notre précaré de soi-disant certitude, on n'évoluera pas. C'est pour ça que la République doit être ouverte et non fermée. À toi, Gilbert. Alors, oui, la robotisation remplace aussi le travail humain. Il est logique de libérer les humains du travail. On voit ce que ça donne. D'où la nécessité de réduire le temps de travail, parce que tout le monde est au chômage sinon. Il y a aussi un deuxième exemple de l'avancée sociale. Les unions pacsées, ce qui a permis de rétablir l'égalité des droits entre les homosexuels et les hétérosexuels vis-à-vis du mariage. Voilà. Bon, merci de votre attention. On appréciera vos commentaires.